Barcelone dans le cadre de son volet humanitaire. La structure va distribuer des milliers de moustiquaires à l'effigie de Lionel Messi, qui en est le parrain. La délégation est venue rendre compte de l'évolution du projet au président de la République. Le porte-parole, Lamine Savané, est au micro de Oumar Nying. Dans le cadre de ce projet qui en fait est pour la détection des jeunes footballeurs, nous avons un volet humanitaire où on s'est associé avec Léo Messi pour combattre le paludisme. Et dans ce cadre-là, on avait pris l'engagement d'amener au Sénégal un certain nombre de moustiquaires avec l'effigie de Messi. Et c'est dans ce cadre que Messi avait fait une visite au Sénégal il y a 2 ans de cela. Et on a eu le temps effectivement de travailler sur le terrain dans la formation des agents de changement, comme on les appelle sur le terrain, qui sont dans la sensibilisation et l'aide des populations par rapport au fléau du paludisme. Et aujourd'hui, nous étions venus rendre compte au président de la République de l'état d'avancement du projet et de l'informer officiellement que les moustiquaires qu'on avait promis sont enfin en route et vont arriver au Sénégal d'ici la fin du mois, et qu'on espère courant novembre avec nos partenaires de Speak Up Africa dirigés par Yacine Djigbo, qu'on puisse organiser la distribution de ces moustiquaires au niveau du CI. On a estimé que c'était intelligent de commencer par les tout petits et de leur donner cette opportunité de s'habituer à dormir sous la moustiquaire imprégnée, de comprendre à quel point ça les protège eux-mêmes et que cela puisse aussi impacter évidemment les familles et qu'ils puissent grandir un peu avec cet état d'esprit-là. Restauration de la confiance, année apaisée et de meilleures performances pour les élèves. C'est le défi qu'entendent relever les acteurs du système éducatif et c'est le thème du séminaire sur les concertations partenariales pour la pacification du milieu scolaire. La rencontre est initiée par le ministère de l'Éducation nationale afin de réduire les perturbations dans le système. Pape Kolingom. Dans cette salle, acteurs de l'éducation, gouvernement, partenaires, représentants de la société civile et syndicats d'enseignants se réunissent pour une et une seule cause, déterminer les conditions pour un espace scolaire apaisé. Le ministère de l'Éducation nationale pose, par ses concertations, les jalons d'un cadre partenarial susceptible de renforcer la solidité et l'unité de la famille éducative pour l'atteinte des objectifs du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence et pour la mise en œuvre des conclusions des assises de l'éducation et de la formation. Pendant plus d'une décennie, l'école sénégalaise est secouée par des perturbations, entraînant ainsi des conséquences regrettables sur le quantum horaire et les performances des élèves. Cette rencontre de Saly constitue une occasion pour les différents acteurs de trouver une solution durable à cette situation. Ce que nous attendons de cet atelier, c'est que vraiment, que entre le gouvernement et les syndicats, qu'ils arrivent à un accord parfait. Je pense que tout le monde certainement a tiré les leçons des longues années de perturbations récurrentes dans le système. Et c'est pourquoi je dis qu'ici, les conclusions permettront très certainement de pouvoir envisager une année scolaire paisible. En tout cas, c'est le souhait. Pour le ministre de l'Éducation nationale, des dispositions sont prises pour mettre en place un consensus fort afin de relever le défi de l'école sénégalaise. En vous confiant à ces concertations, je marque mon engagement et l'engagement de mes collaborateurs à repenser avec vous notre partenariat, mais surtout ma ferme volonté de bâtir un consensus fort autour des grandes orientations du système éducatif pour le bien exclusif de nos apprenants. Ce séminaire de Saly, qui a regroupé toute la communauté éducative et ses partenaires, a suscité beaucoup d'espoir pour un climat scolaire stable. Il sera suivi par d'autres rencontres mensuelles afin de consolider les acquis et installer un dialogue permanent entre les familles d'acteurs. La plateforme www.sunubudget.sn a été présentée aux citoyens, à la société civile et aux partenaires financiers du Sénégal. L'outil mis en œuvre par l'ONG 3D sur financement de l'USAID devrait permettre de rendre plus accessible l'information budgétaire à Ramdawa. Le budget, une affaire de tous. Mais encore faut-il qu'il soit accessible à tous. La plateforme www.sunubudget.sn n'a d'autres objectifs que de donner aux citoyens des réponses simples. Nous avons pensé utiliser des formats assez simples, un langage accessible
pour que les citoyens lambda puissent être dans ce débat qui est posé aujourd'hui. Le débat posé aujourd'hui, c'est un débat de plus de transparence dans la question des ressources naturelles, financières et budgétaires. Et la plateforme que nous avons mise en place est juste une réponse. Mais au-delà de la plateforme, nous avons initié d'autres supports de communication, comme le budget animé qui permet, sous forme de dessins animés, de façon accessible aux citoyens lambda, d'être dans ce débat, de comprendre le processus budgétaire. C'est sur financement de l'USAID que l'ONG 3D a pu mettre en œuvre la plateforme sous nos budgets. L'USAID qui appuie les États dans leurs efforts de transparence. C'est les citoyens qui paient les impôts et c'est le gouvernement qui donne les services. Donc c'est le partenariat entre les citoyens et le gouvernement, et l'USAID est ici juste pour appuyer les efforts d'aider les citoyens et le gouvernement dans le but de transparence. L'État est conscient de son devoir d'associer les citoyens dans le processus et l'exécution budgétaire. Il a entrepris beaucoup d'initiatives dans ce sens. Depuis l'adoption du Code de transparence, le Sénégal travaille sur des documents pour faciliter la lecture du budget. Le premier document que nous avons élaboré a porté sur le pas à pas, c'est-à-dire le dossier de loi de finances. Parce qu'en effet, beaucoup de personnes parlent de loi de finances sans pour autant savoir comment la loi de finances est composée. Nous avons également élaboré ce qu'on appelle le budget citoyen. L'idée, c'est de rendre compte au public de comment le budget de l'État a été élaboré. La gestion transparente des finances publiques est devenue plus que jamais une exigence à satisfaire par l'État, appuyé par ses partenaires et tous ceux qui parlent au nom des citoyens. Première session ordinaire de la Commission nationale du dialogue des territoires. Les questions liées à la problématique du développement local dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation ont été largement évoquées, tout pour plus d'équité. Et c'est ça l'objectif à atteindre, cher Bambagaya. Depuis des années, le Canada appuie le Sénégal dans plusieurs secteurs, dont l'éducation et l'agriculture. Si des succès ont été enregistrés dans ces domaines, c'est grâce à des statistiques probantes. Si nous pouvions citer en exemple ces réussites aujourd'hui, c'est parce que nous avons à disposition des données probantes pour le faire. Et si ces résultats ont été obtenus, c'est parce qu'il y avait des données probantes qui ont permis que de bonnes décisions soient prises pour y arriver. L'efficacité du système statistique national n'est plus à démontrer. Ce système fournit des informations à jour dans tous les domaines. Aujourd'hui, l'ANSD se sent très solide au plan interne dans la production des comptes nationaux. Mais comme vous le savez, l'ANSD, sa première mission, c'est la coordination du système statistique national. Et dans le cadre de notre coopération avec Statistique Canada, nous allons vers une étape supérieure qui consiste au renforcement du système statistique national. Il y a déjà des progrès qui ont été accomplis dans les domaines de la coordination statistique et le renforcement du sentiment d'appartenance et de la productivité du personnel à l'ANSD. Beaucoup de travaux ont été accomplis et dans les 2 semaines qui viennent, nous allons rencontrer tous les partenaires du système statistique national pour évaluer le progrès. Cependant, il est important pour les acteurs de s'appesantir sur ce qui reste à faire et sur les défis. Et nous en sommes conscients, l'amélioration des performances du système statistique national demeure une exigence des utilisateurs. Et la satisfaction de cette demande pressante est un défi pour tous les acteurs du système. Les défis sont nombreux. C'est d'abord un défi de coordination du système. Parce que nous avons un système décentralisé, l'ANSD ne maîtrise pas la production statistique au niveau sectoriel. Le projet d'appui à l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes va constituer un levier essentiel pour le plan Sénégal émergent. Les experts de Statistique Canada vont accompagner l'ANSD dans l'amélioration de la production de données pour une durée de 3 ans. C'était donc là le reportage de Fatima Tabanelba sur l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui entend se donner les moyens afin d'impulser et de coordonner mais de soutenir les programmes en cours au Sénégal avec l'appui de Statistique Canada.
Je vous le disais, la première session ordinaire de la Commission nationale du dialogue des territoires s'est tenue ce mardi. Les questions liées à la problématique du développement local dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation ont été largement évoquées. Tout pour plus d'équité. C'est l'objectif à atteindre, cher Bombagay. Une première session ordinaire, mais importante pour discuter du chronogramme d'action à mener sur le terrain. Le dialogue des territoires qui intègre l'esprit de la décentralisation demeure un aspect incontournable. Pour cela, la Commission nationale du dialogue des territoires travaille pour une meilleure prise en compte des problèmes des collectivités locales et pour plus d'équité. On est très content de notre première session qui augure une bonne perspective. Ils sont tous engagés à servir l'État sénégalais et engagent un dialogue franc à la base avec les acteurs territoriaux. On a fait des réflexions hardies autour pour territoire. L'État sénégalais, c'est lui qui a créé l'école locale. Ce sont ces membres. Ils ont beaucoup de problèmes en termes de fiscalité. Il n'y a pas de ressources assez suffisantes. Il y a des entreprises qui sont installées dans l'école de la mairie qui ne paient pas les impôts et qui sont exonérés par l'État dans le cadre de sa politique globale. Donc tout ça, c'est une question de dialogue inter-intra. Après cette rencontre, la Commission nationale du dialogue des territoires va descendre sur le terrain pour être en contact direct avec les différentes entités de la décentralisation pour une bonne mise en œuvre de l'acte 3. Sommet mondial Habitat 3, le Sénégal prépare son rapport sur l'état de l'urbanisation. C'est dans cette optique que le Comité national Habitat Pays s'est réuni. La synthèse de Ney Aïdadja. Élus locaux, maires, fonctionnaires du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, autour d'une table pour réfléchir sur l'organisation de la conférence mondiale Logement et Développement Durable. Objectif, permettre à ces acteurs d'être imprégnés des enjeux et défis de ce rendez-vous mondial. C'est une conférence sur le logement et le développement durable. Vous savez, quand on parle de logement, quand on parle de développement durable, surtout dans un contexte d'acte 3 de la décentralisation, je pense qu'il n'y a pas plus concerné que les collectivités locales, que les maires, que les présidents de conseils départementaux. Donc en fait cette conférence, je pense, elle est d'ailleurs essentiellement faite pour les élus locaux, parce qu'elle est faite pour les administrés des élus locaux, parce que c'est une conférence donc, à l'issue de laquelle un nouvel agenda urbain mondial va être défini. L'Assemblée générale des Nations Unies avait convoqué la conférence Habitat 1 à Vancouver en 1976, au moment où les gouvernements commençaient à prendre conscience de la nécessité de garantir des établissements humains durables dans un contexte d'urbanisation rapide. Au cours de cette rencontre, un logiciel sur le développement durable a été partagé, ainsi que les grandes lignes du nouvel agenda pour les villes. Il était bon, avant qu'on aille à la conférence, qu'il y ait une coordination pour qu'on puisse harmoniser avec le ministre, les collectivités locales et le département puissent harmoniser leurs positions, harmoniser leur vision pour être porteurs d'un même projet à l'occasion de la rencontre de Quito en Équateur. Le Sénégal doit produire un rapport pays sur l'état de l'urbanisation conformément aux directives des Nations Unies. C'est pourquoi il a mis en place ce comité national chargé de préparer le sommet mondial Habitat 3. Journée mondiale du tourisme ce 27 septembre. Les acteurs se sont penchés sur les inégalités d'accès aux produits de ce secteur rentable mais en perte de vitesse par endroits au Sénégal. Notre pays entend renforcer ses capacités d'accueil et atteindre l'objectif de près de 3 millions de tourisme d'ici 5 à 7 ans et les atouts ne manquent pas. Fantabachi. Le secteur touristique a récemment été perturbé par l'apparition du virus Ebola et la menace sécuritaire. Mais depuis 2015, le tourisme sénégalais a connu un regain d'activité avec notamment la baisse des redevances aéroportuaires et la suppression des visas d'entrée. Pour renforcer ces mesures, le département opte pour l'offensive. Pour permettre à tout le monde de bénéficier du tourisme. Et pour le Sénégal particulièrement, nous avons choisi d'échanger autour de ce thème en relevant les défis que doit
relever le Sénégal pour permettre à tous les citoyens du monde et du Sénégal de pouvoir bénéficier des lieux et sites touristiques au mieux. Au Sénégal, avant, nous sommes bien d'accord qu'on ne parlait même pas des personnes handicapées dans ce secteur. Nous étions tous mis en rade par rapport à tout ce qui s'appelait tourisme. C'était juste consacré à une certaine élite de la population et qui n'est pas de mobilité réduite. Mais aujourd'hui, la donne a changé et ces personnes sont prises en compte. C'est plus des politiques de prise en charge, mais des politiques de prise en compte pour que dans tous les aspects de la vie, que la transversalité du handicap soit mise en exergue. Des orientations qui sont en phase avec le PSE et même au-delà, les acteurs veulent désormais s'ouvrir à tous et tenir compte de certaines spécificités qui n'ont jamais été intégrées dans l'aménagement des sites touristiques au Sénégal. Nous sommes dans un domaine très concurrentiel et ceci nous permettra à terme de revenir à notre niveau et d'aller vers les objectifs fixés par le PSE qui sont des arrivées touristiques à 3 millions à l'horizon 2023 avec un objectif intermédiaire de 2 millions à l'horizon de 2018. Cette ouverture va même jusqu'à intégrer les TIC et le citoyen sénégalais pour mieux vendre la destination. Encourager tout Sénégalais à être un acteur du tourisme, à promouvoir la destination du Sénégal, quel que soit son secteur d'activité. L'accessibilité au niveau de la promotion, c'est ça, rendre l'information disponible pour que le Sénégal puisse être déjà être connu des personnes qui sont intéressés par le tourisme, mais que le Sénégal puisse apparaître comme une destination très attractive. Pour marquer cette journée, les acteurs du tourisme ont préféré réfléchir sur les contraintes qui plombent le secteur et formuler des recommandations qui seront soumises à l'autorité. Et puis la région de Fatick a abrité ce matin la journée mondiale de lutte contre la rage, occasion saisie par les autorités pour sensibiliser les populations sur les dangers de ces maladies causées par des morsures de chiens. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'hivernage, une période difficile pour les femmes transformatrices de produits halieutiques à Bargny, à Khelcom, le site où elles transforment le poisson fumé, est complètement envahi par les eaux de pluie et de la mer. Du coup, il est difficile d'y accéder et de mener à bien son travail. Les conséquences sont là. Plus de 1000 femmes sont au chômage et les pertes sont inestimables. Fatou Diofa. Des tentes et des sacs de coques d'arachide et de sciure de bois submergés par les eaux de pluie. Voilà le décor qu'offre le site de transformation de produits halieutiques de Khelcom à Bargny. Conséquence, toutes les activités génératrices de revenus sont en berne. Nous avons des difficultés. Nous n'avons plus où fumer le poisson. Tout est détruit. Nous n'avons pas aussi un endroit pour la conservation des produits transformés, ni de couverture. L'eau de pluie a tout détruit. Nous sommes obligés de rester chez nous. Le site est inaccessible. Nous n'avons que Khelcom pour travailler. C'est ainsi à chaque saison des pluies. Une situation difficile pour les centaines de femmes du secteur. À cela s'ajoutent des méthodes de travail pénibles. Durant le fumage du poisson, elles sont exposées, d'autant qu'elles manquent d'équipements adéquats. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de quai de pêche. Les femmes vont jusqu'à Rufisque pour acheter du poisson et venir les transformer ici. Mais actuellement, c'est impossible. Nous sommes obligés de payer 100 francs à des charretiers pour pouvoir accéder au site. Plus de 1000 femmes transformatrices de Bargny et des localités environnantes sont au chômage et pourtant c'est grâce à ces activités qu'elles arrivent à faire face aux urgences familiales. Depuis 2006, je travaille à Khelcom.
J'y gagne bien ma vie et j'aide mon mari aussi. Si on avait des bonnes volontés pour nous aider en électricité, en eau et des tentes, cela nous arrangerait beaucoup car nous sommes ici exposés au soleil. Plus de 1000 femmes ñu fi daan seen doole ay jigéen. Plus de 1000 femmes travaillent ici, les pêcheurs, les charretiers et ceux qui viennent des localités comme Touba, Ndiarem, etc. Ils viennent de partout pour gagner leur vie. Je pense que quand on parle de développement local, Bargny est un exemple. Plus de 1000 femmes xalaat naa ne fii développement local bu ñu koy wax fii moo tax surtout Bargny. Une telle situation n'est pas sans conséquence. Au marché, le poisson fumé se fait rare et cela impacte le prix du kilogramme. Le poisson fumé se fait rare en cette période d'hivernage. Actuellement, le kilo coûte 1000 francs ou 1200 francs CFA. S'il n'y a pas de poisson, il ne peut y avoir de ketchup. Ici, les gens n'arrivent pas à acheter le poisson. Nous en souffrons vraiment. Dieu merci, malgré la cherté, nous arrivons à avoir du poisson que nous transformons parce que tout le monde connaît la valeur nutritive du poisson. La modernisation des méthodes de travail est primordiale. Les transformatrices de Bargny ont aussi besoin d'un hangar de stockage, d'une piste d'accès au site, de blocs sanitaires, de l'eau et de l'électricité. Les autorités compétentes sont interpellées. Ils ont fait du canal 4 de Fass leur quartier général et implanté sur place un marché à ciel ouvert. Ils sont menuisiers ébénistes et exposent des chambres à coucher, des salons et autres meubles en bois. Pendant l'hivernage, le souci qu'ils ont, c'est comment conserver et protéger toute cette marchandise contre la pluie. Sorna Antagnaï. Une exposition vente de meubles en plein air le long d'un canal à ciel ouvert, le canal 4. Ces menuisiers ébénistes installés sur les lieux font face à des difficultés spécifiques à l'hivernage. Nos difficultés sont liées au fait qu'on expose en plein air. La poussière et la pluie gâtent nos meubles. L'eau de pluie est mauvaise pour le bois. Les meubles exposés ici n'ont rien à envier à ceux importés, tant du point de vue esthétique que qualitatif. Cependant, l'inadéquation de l'espace fait que les meubles subissent des intempéries liées au climat. Quand il pleut, nos salons sont trempés. On les sèche pour les exposer à nouveau. Les contreplaqués des armoires se gâtent aussi. Mais de ce fait, ces menuisiers regroupés autour du mouvement des exposants et artisans du Canal 4 ne manquent pas d'astuces pour remédier à cette situation. Vous voyez là-bas, on a attaché les armoires avec des cordes, sinon elles tombent. Les menuisiers métalliques nous confectionnent des tentes. On prend les devants car ce serait pire sans ces tentes-là. Ces meubles made in Sénégal attirent par leur beauté. Cependant, les acheteurs sont souvent incommodés par les odeurs du Canal 4. À cette situation permanente s'ajoutent les soucis conjoncturels liés à la saison des pluies. Et puis depuis quelques années, des commerçants sénégalais se sont spécialisés dans les articles made in Jeddah ou Dubaï. En cette période où les pèlerins musulmans sont de retour de la Mecque, l'activité prospère. Il faut dire que c'est un commerce rentable auquel s'est intéressé notre reporter Fatou Sakho. Nat Zamzam, chapelet, encens, djellab, date, voile et bonnet, autant d'articles que les Oudjadj ramènent de la Mecque en guise de souvenir du lieu saint de l'islam. Pourtant, nous sommes ici loin de Jeddah. Ils ne sont plus nombreux à ramener les bagages de la Mecque parce que souvent difficiles, nous leur proposons sur place des conteneurs de marchandises que nous ramenons de Jeddah.
Et si l'on compare les prix, il n'y a pratiquement pas de différence. Il y a une légère différence. Ce que tu achètes ici à 1000 francs, tu l'as là-bas à 800 voire 850 francs. Et si tu tiens compte des efforts fournis et de la fatigue, le choix est vite fait. Depuis quelques années, avec la limitation du bagage de voyage, les pèlerins sont obligés de se procurer les cadeaux à distribuer chez les commerçants locaux. Ce qui désormais les soulage des tracasseries du shopping en Arabie Saoudite. On m'a parlé de ces magasins, ils m'ont dit qu'ils vendent les matériels qui sont même chose que Jeddah. Ils achetaient quand même en Arabie Saoudite, mais si je savais, j'aurais dû acheter tout ici. Au moins, ça va me faire reposer au niveau des bagages, au niveau de la monnaie aussi. On perd beaucoup de l'argent pour faire la monnaie là-bas. Bon, ici, je suis venu au marché parce que en venant, on nous avait permis que 46 kilos. Bon, 46 kilos avec les bagages que je voudrais acheter, ça ne suffisait pas. Bon, j'avais acheté des bagages ici, bon, comme ma femme a pris. Je suis venu ici pour satisfaire d'autres parents qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des charités. Si les commerçants du marché Tilène se sont spécialisés dans les articles classiques, ceux de H&M contrôlent le voile. C'est le grand rush. Il y a les certains vols ici, c'est plus moins cher que là-bas. Là-bas, le prix qui est moins cher, c'est à 180 riyals. 180 riyals, ça coûte ici 22 500. Nous, on vend ça ici à 15 000. Donc, il y a un peu de différence ici et là-bas. C'est pas là-bas qu'on fabrique ça. Eux, ils ont acheté comme nous, fait commande, ramener à Arabie Saoudite pour vendre. Certes, il y a les gens qui aiment bien acheter à la Mecque pour amener ici pour souvenir. Mais ici, c'est le plus moins cher que là-bas, vraiment. Faire le Hajj est tellement difficile que s'il faut en plus faire des emplettes, cela devient compliqué. Là, je suis sûre qu'on va satisfaire tout le monde. Donner ou recevoir un cadeau est toujours agréable. Mais en cette période de Nganalé, l'exercice n'est pas de tout repos pour les Oudjadj qui, après 3 semaines de prières, souvent ardues, doivent braver le soleil pour faire plaisir. En tout cas, c'est stressant. Moi, je suis arrivée vendredi. Je n'ai même pas eu le temps de me reposer. Et me voilà en train de faire les boutiques. Mes bagages ne sont pas arrivés, même pas le Zamzam, alors que la maison est pleine de gens qui attendent de recevoir leurs cadeaux. C'est pénible, mais on rend grâce à Dieu. Si ces cadeaux grèvent le portefeuille des Hajj et Adjaratou, les commerçants, eux, se frottent les mains avec des chiffres d'affaires qui ont doublé, voire triplé pour certains. Il restera à jamais un site religieux attractif. Il s'agit du village de Alwar dans l'île Morphil, au nord du pays. Son histoire se confond avec celle du guide religieux El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Le saint homme a fait de ce terroir un berceau de la vitalité religieuse musulmane. Des symboles forts de cette vivacité spirituelle sont encore présents à Alwar malgré l'épreuve du temps. Et c'est dans Couleurs du Sénégal avec Lamine Touré. Aux portes d'Alwar, l'une d'entre elles, la plus importante d'ailleurs, se situe à Ndjoum. Il faut franchir ce majestueux pont moderne à l'image de celui réalisé dans la Venise africaine, pour ainsi dire Saint-Louis. Alors commence ici la percée vers le village natal d'El Hadj Oumar Foutiyou Tall. L'endroit est ceinturé du reste par d'innombrables cours d'eau. Nous y sommes après quelques heures de voyage. Alwar se présente comme une zone rurale atypique avec des constructions qui renvoient au style soudanais en matière d'habitation. C'est ici qu'a vu le jour El Hadj Oumar Foutiyou Tall en 1794 dans cette pièce. À la naissance de El Hadj Oumar Tall, le village prend un succès parce que El Hadj Oumar, à sa naissance, à l'âge de 4 ans, il a maîtrisé le Coran. Et imaginez, celui qui maîtrise le Coran à l'âge de 4 ans, il n'a pas de maître coranique. Il l'a maîtrisé, c'est un don qui vient de Dieu. Alors, ce dernier-là connaît déjà tout ce qui est farata dans l'islam, tout ce qui est sunna. Depuis qu'il était né, l'année où il est né, c'est l'année où il y avait le mois de Ramadan. En ce mois de Ramadan-là, pendant le jour, il ne tétait pas. Jusqu'au soir, il tétait.
L'homme religieux fera du village d'Aloir le berceau de la vitalité religieuse dans le Fouta et ailleurs dans la sous-région. Des symboles sont encore là pour en témoigner. Cette mosquée, construite à l'aide de briques séchées et ornée d'acrotères à angles surélevés, date du 19e siècle. La mosquée reste encore debout malgré l'usure du temps. À l'intérieur, de solides supports occupent presque une bonne partie de l'espace, mais nécessaire à la vie de l'édifice. Plus loin se trouve la maison de retraite spirituelle d'El Hadj Omar Foutiyou Tall, des sites de recueillement et de prière qui ne désemplissent presque jamais. Aloir est ainsi devenu au fil du temps un passage spirituel important dans le pays. Aloir d'abord appartenait à une des familles. On a dit il y a la famille Ba qui était là. Après la famille Ba, il y a la famille Wele qui était là, qui sont allés à Guédé. Guédé, c'est pas loin d'ici. Ensuite, il y a la famille Tal. C'est une ville historique, c'est une ville religieuse. Et pour permettre aux gens aussi de venir faire le pèlerinage ici, de venir chercher ce qu'on dit Nyan. Aloir continue de vivre même après son guide religieux. Dans tout le village, il ne reste qu'une seule famille qui porte le nom Tal. Aujourd'hui, pas moins de 60 familles composites vivent ici dans une parfaite harmonie. Ils continuent tous, sans exception, à perpétuer l'œuvre du Cheikh et ça se passe ici, autrement dit, dans la tradition, autour d'un feu qui fait office de lumière aux apprenants. L'histoire de El Hadj Omar doit être relatée, pas seulement ici, mais n'importe où, parce qu'il a sillonné le pays, il a sillonné tout le pays. Chaque année, des milliers de fidèles musulmans convergent sur Aloir pour se recueillir et prier. Ainsi, la grande famille Tal a entrepris depuis l'année dernière la construction d'une résidence pour faciliter le séjour des pèlerins dans le village. Elle est en phase de finition. Malgré sa ruralité, Aloir est bien dans un processus de modernisation et d'ouverture. L'endroit dispose de quelques infrastructures sociales de base. Partout où il passait, El Hadj Omar Foutiyou Tall, il laissait des traces du nord au sud. Vous l'avez vu avec Lamine Touré. C'est le cas à Diembéring, une localité célèbre du département d'Oussouye en Casamance. Et pour cause, il y a quelques années, il avait creusé un puits et érigé un sanctuaire. Et des milliers de fidèles font le déplacement sur ce site qu'il a accueilli avant sa disparition, Kaltom Keïa. À l'entrée du village, c'est le fromager géant tant chanté qui accueille les visiteurs. Bienvenue à Diembéring, une localité qui a une particularité spirituelle. C'est l'un des derniers endroits qu'a visité El Hadj Omar Foutiyou Tall avant sa disparition. Ici, à moins d'1 kilomètre du village, il a laissé un legs inestimable, ce puits. Ça veut dire que c'est un puits saint qui est retrouvé par Cheikh Omar Foutiyou Tall. Il était venu ici depuis le temps de colons. Donc quand il est venu, comme le village est un village d'animistes, il ne pouvait pas rester à l'intérieur du village avec nous, avec nos papas et parents. Donc il est retaché du village, venu rester ici parce que c'était en pleine forêt. Il restait pour écrire ses besoins, comment il va faire pour rester ici, pour se défendre du colon, pour que l'islam aussi puisse s'élargir. À Nissan, c'est une ambiance paisible qui est notée. On n'entend que les chants des oiseaux et des autres animaux qui peuplent la place. Ce puits béni attire beaucoup de personnes. Moustapha, lui, vient de Dakar. Il a une relation particulière avec cet endroit. Moi, je crois qu'on m'a envoyé ici. C'est dans un rêve que j'ai vu l'endroit. Tous les détails m'ont été montrés, rien n'a changé. Alors, quand j'ai vu une émission qui parlait de Nissan, j'ai tout fait pour venir. Et depuis, je viens à chaque fois et je ne le regrette pas. Je dis à tous ceux qui ont des difficultés de venir ici. Ils peuvent trouver des solutions. Il n'est pas le seul à venir régulièrement au puits pour résoudre ses problèmes. Claude est étudiant et lutteur. À chaque fois qu'il prépare un combat, il vient ici puiser de l'eau bénie.
qui accompagne son arsenal mystique. Je suis venu chercher de l'eau parce qu'il y a un vieux qui m'a interpellé l'autre fois pour me dire qu'il faut aller puiser de l'eau au puits là-bas pour mieux se préparer mystiquement et enlever d'autres choses. Ouais. Parce que ça m'aide beaucoup, hein. Non seulement pour la lutte, mais d'autres affaires aussi, les études et autres. Après le puits, notre guide du jour Ibrahima nous amène à un autre endroit où le saint homme a fait ses dernières prières avant de quitter Diembéring. Au sanctuaire également, les croyants viennent en pèlerinage. L'utilité d'ici, comment on l'a pris, ça veut dire c'est la même chose. Tu viens aussi pour tes ablutions. C'est toi qui sais ce qui est dans ton corps. C'est toi qui sais qu'est-ce qui te fait mal. C'est toi qui sais, toi qui es venu ici, ou bien on t'a montré, vas-y, ou bien tu t'es endormi, tu as fait des cauchemars, ou tu as rêvé. Quand tu viens dans cet endroit, il faut faire pareil. Ça n'appartient pas aux musulmans, ça n'appartient pas aux catholiques, ça appartient à tout le monde, comme d'habitude, comme il a dit. C'est du bien pour tout le monde. Le milieu est fait pour ça. C'est ça sa mission ici, sur Diembéring. Il a fini, il est parti. À côté, un fromager qui ne grandit pas, toujours la même taille depuis des générations et des générations. Un autre mystère de cet endroit. Cheikh Omar Foutiyou Tall a creusé des puits un peu partout au Sénégal, mais celui de Diembéring est le dernier qu'il a laissé aux croyants avant sa disparition mystérieuse dans les falaises de Bandiagara. Couleur du Sénégal, du Fouta à Diembéring dans le Kassar en Casamance, la série se poursuit demain. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous mène au Gabon, à La Haye et aux États-Unis, où le premier débat télévisé a eu lieu ce lundi entre Donald Trump et Hillary Clinton, 90 minutes d'échange. Le récit de Najine Tajdine. À 6 semaines de l'élection présidentielle américaine du 8 novembre prochain, le premier débat présidentiel entre Hillary Clinton et Donald Trump a eu lieu ce lundi à l'université de Hofstra, près de New York. Les deux candidats ont échangé sur l'économie, la politique étrangère ou encore les tensions raciales aux États-Unis. Donald Trump n'a pas manqué de mettre en cause la candidate démocrate sur l'utilisation de sa messagerie privée lorsqu'elle dirigeait la diplomatie américaine. De son côté, Hillary Clinton a plusieurs fois accusé son rival de travestir la réalité et de dissimuler ses revenus. Elle n'a pas manqué aussi de pointer du doigt le manque de sang-froid de son adversaire. Donald Trump a lui évoqué le manque d'endurance de la candidate. Les derniers sondages publiés après le débat donnent Hillary Clinton gagnante avec un peu plus d'1 point d'avance sur son adversaire républicain. Investiture d'Ali Bongo, le président gabonais a prêté serment ce mardi pour un nouveau mandat de 7 ans. Son investiture intervient 4 jours après que la Cour constitutionnelle ait validé sa victoire à la présidentielle du 27 août dernier avec 50,66% des voix. C'est au palais présidentiel que la prestation de serment a eu lieu. Alors qu'Ali Bongo va démarrer son second septennat, sa réélection divise encore les Gabonais. Mausolée de Tombouctou, le djihadiste malien condamné à 9 ans de prison. C'est ce mardi que la CPI a rendu son verdict. Elle a condamné le djihadiste Ahmad Al-Faki Al-Mahdi pour avoir détruit en 2012 des mausolées classés au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou. Ce procès est le premier pour destruction de biens culturels. Les experts et les Nations Unies espèrent que le jugement mettra fin à l'impunité liée à la destruction de sites culturels. Kumba Gawlosek est depuis hier nouveau membre du conseil consultatif d'Ashinaga, une association japonaise qui aide les enfants orphelins à poursuivre leurs études. La cérémonie de nomination de la chanteuse sénégalaise a eu lieu à l'ambassade du Japon à Dakar. Mansourba. Kumba Gawlosek, la chanteuse sénégalaise, est un nouveau membre du conseil consultatif d'Ashinaga, une association japonaise qui soutient les enfants orphelins. L'ambassadeur du Japon a loué les qualités de la diva sénégalaise et s'est dit heureux de cette nouvelle collaboration. Ils sont développés dans les autres pays, en Asie et puis aux États-Unis. Et maintenant, ils ont commencé à viser à détailler des programmes sur le continent africain, mais qui est quand même un continent très nouveau pour Ashinaga, très loin du Japon. Et donc, ils ont pensé qu'ils auraient besoin des
des consultants, disons des gens qui vont donner des conseils et ils en ont déjà choisi dans le monde entier. Maintenant qu'ils vont beaucoup travailler sur les pays africains francophones basés à Sénégal, je pense que Mme Coumba Gawlo va nous beaucoup aider à faire pousser les activités de Ashinaga. Après une vidéo retraçant la riche carrière de la chanteuse, place à la remise